Tu te demandes peut-être pourquoi choisir cette bibliothèque plutôt qu'une autre. La première raison, c'est sa capacité à transformer des données brutes en visuels précis. Tu passes d'une liste de chiffres abstraits à une image que tout le monde peut lire. Deuxièmement, les tendances deviennent évidentes quand tu regardes un graphique. Tu vois tout de suite si tes valeurs montent, descendent ou restent stables. Troisièmement, Matplotlib est conçu pour fonctionner parfaitement avec Panda et NumPy. Tu peux lui passer directement un tableau Panda sans avoir à le modifier. Et enfin, c'est la bibliothèque de référence absolue en Python. Même les outils de visualisation plus modernes sont construits par-dessus Matplotlib. C'est vraiment la base que tout étudiant en AI doit maîtriser en premier. Matplotlib, c'est littéralement la bibliothèque de référence pour faire des graphiques en Python. Elle existe depuis très longtemps dans le monde de la programmation. C'est la base historique sur laquelle tout le monde s'appuie pour la visualisation de données. Mais alors, pourquoi est-elle encore autant utilisée aujourd'hui? La première raison, c'est sa flexibilité incroyable. Tu peux créer presque n'importe quel type de graphique avec. Des courbes, des histogrammes, des nuages de points. Tu as un choix immense. Ensuite, elle s'intègre parfaitement avec les autres outils de data science. Si tu as un data frame Panda ou un tableau NumPy, tu n'as pas besoin de le transformer. Tu peux le donner directement à Matplotlib pour qu'elle dessine ton graphique. Enfin, tu as un contrôle total sur l'apparence finale de ton image. Tu peux changer les couleurs, modifier la taille, ajouter des titres, etc. C'est ce niveau de détail qui en fait un outil si puissant pour tes projets. La première étape d'un projet, c'est toujours d'observer tes données. Avant même de lancer un algorithme, tu traces un graphique pour voir comment les chiffres sont répartis. Ensuite, un visuel te permet de repérer les problèmes immédiatement. Tu vas voir tout de suite s'il y a une valeur totalement absurde qui va fausser ton modèle. C'est ce qu'on appelle une valeur aberrante, et un graphique te la montre en clair. Tu peux aussi utiliser ces dessins pour comparer deux groupes de données. Tu mets deux courbes sur la même image pour savoir quelle solution est la plus performante. Enfin, pendant que ton AI s'entraîne, tu as besoin de la surveiller. Tu vas utiliser Matplotlib pour dessiner une courbe de progression. Ça te permet de vérifier en temps réel si ton modèle apprend correctement ou non. Quand tu veux créer un graphique, tu n'as pas besoin de coder chaque détail. Matplotlib possède un modèle fait pour te simplifier la tâche. Ce modèle, c'est Pyplot. Il te donne des fonctions simples pour créer et gérer tes visuels. Son grand avantage, c'est la rapidité. Tu peux générer un graphique complet en seulement 3 lignes de code. Et bien sûr, elle s'intègre parfaitement avec tes tableaux Panda. Pour l'utiliser, tu dois l'importer au début de ton script. La ligne de code exacte est celui-ci. On écrit import matplotlib.pyplot as plt. Retiens bien cette abréviation plt. Tu vas la taper devant chaque fonction pour dessiner ta graphique. Matplotlib te donne le choix entre plusieurs formes de graphique. Tout dépend de ce que tu veux montrer à ton lecteur. La première option est la courbe, avec la fonction plt.plot. Tu l'utilisais surtout pour suivre une évolution au fil de temps. Deuxièmement, il y a le graphique en barre, avec plt.bar. Elle est très efficace pour comparer des quantités entre différentes catégories. Le troisième type est l'histogramme, grâce à plt.s. Son rôle est de t'afficher la répartition de tes valeurs numériques. Pour finir, tu as le nuage de points en tapant plt.scatter. Celui-ci est parfait pour observer la relation entre deux variables. On va voir tout ça en détail. On y va. On va commencer par le graphique le plus classique. C'est le graphique en ligne, celui que tu obtiens avec la fonction plot. Le principe est très simple. Tu places des points sur une image et tu les relis par une ligne continue. L'objectif de cette ligne, c'est de montrer une progression. Imagine que tu veux suivre les notes d'un étudiant tout au long de l'année. Sur l'axe horizontal en bas, tu places le temps ou les différentes étapes. Sur l'axe vertical à gauche, tu mets la valeur qui évolue. Ici, c'est la note. Chaque point de le graphique représente une seule mesure. C'est la ligne entre ces points qui donne l'information la plus importante. Il te permet de voir la tendance visuellement. Tu remarques tout de suite si le résultat monte ou descend. C'est l'outil idéal pour analyser une évolution. Tu te demandes sûrement où ce type de graphique intervient dans tes projets d'IA. La première utilité, c'est pendant la phase d'entraînement de ton modèle. Un algorithme apprend par étapes successives. À chaque étape,
elle fait des calculs et des erreurs. En dessinant une courbe de ces erreurs, tu vérifies s'il progresse réellement. Ensuite, beaucoup de données que tu vas analyser dépendent du temps. On peut penser à l'évolution des prix de l'immobilier ou aux ventes d'une entreprise. Un graphique en ligne permet de dégager des tendances claires sur un long terme. C'est l'outil de travail quotidien de tout data scientist. C'est souvent la meilleure méthode pour expliquer des résultats à son équipe. Maintenant, on passe à la pratique avec notre première graphique. On va créer une courbe pour visualiser l'évolution de nos données. Le code commence par importer nos deux outils principaux, Matplotlib et Panda. On charge notre fichier CSV comme on a appris à le faire au début. Ensuite, on regroupe nos données et on calcule la moyenne pour chaque vue. C'est ici que Matplotlib entre en jeu, avec la fonction plot. Cette fonction prend nos résultats et les transforme en une ligne continue. Tu remarques cette ligne-là, elle est super importante pour l'affichage. Si on ne le met pas, les noms de tous nos villes vont se chevaucher sur l'axe horizontal. Les pivoter à 90 degrés rend tout beaucoup plus lisible. La commande show est simplement afficher le résultat final à l'écran. Et voilà le résultat qu'on obtient. Sur l'axe horizontal, on retrouve les noms de nos villes marocaines. Sur l'axe vertical, on voit que l'échelle monte jusqu'à 3 millions. Le premier avantage de ce graphique, c'est qu'on voit une tendance globale très claire. On remarque tout de suite que la ligne monte de façon régulière. La valeur est assez basse au début à Sidi Barnossi, puis elle grimpe progressivement au fil des villes et atteint son point maximal tout à droite à India. Sans lire tous les chiffres un par un, on comprend immédiatement cette différence. C'est exactement pour ça qu'on utilise la visualisation de données. On passe maintenant à un autre outil essentiel, le graphique en bas. Ici, le principe est très différent de notre ligne continue. Chaque catégorie de tes données est représentée par un rectangle isolé. La hauteur de ce rectangle correspond directement à la valeur de ta donnée. Ce format est idéal quand tu veux faire des comparaisons. Notre cerveau est beaucoup plus rapide pour comparer des hauteurs visuellement. C'est bien plus efficace que de lire une longue liste de chiffres. Par exemple, tu peux comparer le prix d'un produit dans 5 boutiques différentes visuellement. Dans le modèle du machine learning, ce graphique est extrêmement utile. Tu vas utiliser avant même de commencer à entraîner tes modèles. Ça te permet de vérifier si tes différentes catégories de données sont bien équilibrées. Tu peux aussi l'utiliser pour évaluer les performances de ton travail. C'est la méthode la plus simple pour comparer la précision de deux modèles différents. On passe maintenant au code pour créer notre graphique en bas. Pour commencer, on reprend notre jeu de données qu'on groupe par quartier. On calcule ensuite la moyenne des prix pour chaque zone. L'astuce intéressante ici, c'est l'ajout de la fonction sortValue à la fin. Elle permet de trier automatiquement nos résultats. Ainsi, nos barres vont s'afficher dans un ordre logique, de la plus petite à la plus grande. Ensuite, on appelle la fonction plt.bar au lieu de plt.plot. On ajoute aussi une petite réglage sur l'axe horizontal avec la rotation à 45 degrés. Cela garantit que les noms des quartiers restent bien lisibles à l'écran. Et voici le résultat visuel qu'on obtient avec ce code. La différence avec notre premier graphique est immédiate. On n'a plus une ligne qui relie les points, mais des blocs bien séparés. Chaque colonne représente un quartier spécifique de manière totalement indépendante. Cette séparation rend la comparaison beaucoup plus directe pour nos yeux. L'œil repère instantanément les différences de taille entre les zones. On voit clairement que les prix à Ain Diab atteignent le sommet du graphique, tandis que d'autres quartiers restent avec des moyens beaucoup plus bas. C'est l'outil parfait si tu dois présenter un classement direct à ton outil. On va maintenant voir un outil qui ressemble au graphique en bas, mais qui sert à quelque chose de totalement différent. C'est l'histogramme. Sur un graphique en bas, on compare des catégories distinctes comme des noms de villes. Ici, on s'intéresse à une seule variable continue, par exemple les prix. L'histogramme va prendre toute la plage de tes prix et la découper en plusieurs tranches. Elle compte ensuite combien de valeurs tombent dans chaque tranche. Ça te donne une vue d'ensemble de la distribution de tes données. Tu vas tout de suite repérer si la majorité de tes valeurs sont regroupées au même endroit ou non. Et surtout, tu vas voir facilement s'il y a des valeurs extrêmes qui sortent du lot. Ces anomalies peuvent complètement fausser ton modèle si tu ne les gères pas. Au machine learning, c'est souvent le tout premier graphique que tu vas tracer. Avant même de lancer un algorithme, tu regardes ton histogramme.
Il te dit si tes données sont équilibrées ou très décalées vers un côté. Par exemple, si tes données sont déjà réparties de manière uniforme, tu n'auras pas besoin de les standardiser. Ça te permet de prendre les bonnes décisions avant même de commencer l'entraînement. Ce qu'il faut retenir en regardant ce résultat, c'est l'histoire que nous racontent nos prix. On n'est plus du tout dans la comparaison entre différentes villes. Ici, on regarde uniquement la répartition globale de toutes nos valeurs. La première chose qui frappe, c'est cette énorme barre tout à gauche du graphique. Il nous montre visuellement que la majorité des biens se concentrent dans une plage de prix très réduite. Ensuite, on observe une longue descente vers la droite. Les barres s'affinent de plus en plus au fur et à mesure que les prix augmentent. C'est une répartition typique qu'on retrouve souvent dans les données immobilières. Mais en machine learning, cette forme précise est un vrai signal d'alerte. Si on donne ces données brutes à un algorithme, il va se concentrer sur les quelques valeurs extrêmes à droite. Ça va complètement déséquilibrer ses prédictions. Grâce à cette visualisation rapide, on sait exactement ce qu'on doit corriger avant de lancer notre modèle. Maintenant, on passe au nuage de points. Son principe est très différent, car on va utiliser deux axes pour analyser une seule ligne de données. Chaque petit point dessiné correspond à une observation précise de ton tableau. Sa position sur le graphique dépend de sa valeur sur l'axe horizontal et de son autre valeur sur l'axe vertical. L'intérêt principal, c'est de vérifier si ces deux informations ont un lien entre elles. Tu peux voir par exemple si la surface d'un appartement fait vraiment monter son prix de vente. Si les points montent ensemble vers la droite, tu as une tendance positive claire. Tu vas aussi pouvoir repérer si tes données forment des petits groupes bien séparés. Visuellement, va attraper tout de suite le point isolé au milieu de nulle part, ce qu'on appelle une valeur aberrante. En machine learning, ce graphique est ta référence absolue pour l'exploration. Presque tous les algorithmes d'apprentissage fonctionnent en cherche exactement ce type de relation. Si ton nuage de points montre juste un nuage disparé au hasard, tu saurais que cette variable n'aide pas ton modèle à prédire quoi que ce soit. Pour tracer ce graphique, on utilise la fonction plt.scatter. On lui donne d'abord notre colonne avec les surfaces en mètres carrés. Puis on ajoute notre colonne des prix en deuxième paramètre. Regardons ce que ce code nous affiche. L'axe de gauche montre la taille des appartements. L'axe qui monte indique le prix de vente. La première chose qu'on remarque, c'est que les points ne sont pas mis au hasard. On voit une direction générale qui monte de gauche à droite. Ça confirme une chose très simple. Plus la surface de l'appartement augmente, plus le prix grimpe aussi. Si vous montrez le graphique précédent à quelqu'un sans rien écrire, cette personne ne saura pas du tout ce qu'elle regarde. Il ne devinera jamais que l'axe horizontal représente des surfaces en mètres carrés. C'est pour ça qu'il faut absolument personnaliser votre travail. Un graphique brut, c'est vraiment juste un brouillon. Vos visuels deviennent immédiatement professionnels et prêts à être présentés. Si vous ajoutez un texte descriptif, prend 2 secondes de code. Mais ça change complètement la perception de votre travail. Pour faire ça, Matplotlib nous donne des fonctions très logiques. plt.title permet d'ajouter votre titre principal en haut. Xlabel et Ylabel servent à nommer l'axe horizontal et l'axe vertical. Vous pouvez aussi changer les couleurs de vos éléments avec le paramètre color. Ce sont des étapes essentielles avant de montrer vos analyses à qui que ce soit. Un graphique brut, ça fait le travail, mais le personnalisé change tout. Regarde la couleur de nos points. Par défaut, Matplotlib utilise souvent du bleu, mais là on a choisi le vert avec le paramètre couleur. Ensuite, ajouter un titre n'est pas juste pour décorer. Ça donne immédiatement le contexte à la personne qui lit le graphique. Et c'est exactement la même chose pour les noms des axes. Sans indiquer qu'on parle de mètres carrés et de dirhams, les chiffres ne veulent rien dire. Avec ces quelques lignes de code en plus, ton graphique passe de simples brouillons à un vrai support de présentation.